Bonjour et bienvenue à l'édition d'aujourd'hui de Connectional Conversations. Je suis Diane Burnett, directrice exécutive de la communication pour la Global Methodist Church, et nous sommes ravis que vous soyez si nombreux à nous rejoindre. Il semble que nous soyons déjà 65 ce matin et le nombre continue d'augmenter. Donc au fur et à mesure que les gens arrivent ou se connectent, nous allons commencer ici. Mais il semble que nous ayons des participants venus de partout. On nous dit bonsoir depuis l'Inde. Salutations du centre. Nos salutations du centre du Texas. Nous avons des représentants du centre du Texas, du nord de la Géorgie, du Kansas, du Michigan, du Heartland, de West Plains, un petit coucou, des Grands Lacs, du Liberia et de partout ailleurs. Merci à tous de nous rejoindre ce matin. Nous sommes ravis d'accueillir Jason Burnham parmi nous pour discuter un peu L'un des sujets populaires en ce moment, je dirais, dans les cercles GMC, c'est tout ce qui concerne l'épiscopat, mais aussi la zone épiscopale. Tout le travail qui a été fait pour définir cela, à quoi ça le ressemble, afin que la session plénière puisse prendre une décision à ce sujet le 30 mai. Et donc, avant que nous commencions et que je passe la parole à Jason, je voudrais juste aborder quelques points d'organisation. Premièrement, nous allons surveiller le chat. Donc, si vous avez posé des questions avant de nous rejoindre ce matin, nous avons déjà une liste de celles-ci que nous avons intégrées à la présentation et nous espérons y répondre, puis nous continuerons à poser ces questions à la fin, après que Jason aura présenté ses informations. Nous surveillons donc ces questions et nous fournirons également l'enregistrement de cette session par la suite. Elle sera en fait directement disponible sur notre page YouTube et nous continuerons également à la proposer dans d'autres langues pour ceux qui en ont besoin. Donc restez attentifs à ces enregistrements. Mais surtout, nous sommes ravis d'avoir cette opportunité de partager davantage d'informations sur la diligence raisonnable et le processus de réflexion. Et sur le discernement que ce groupe a apporté à un mouvement aussi monumental. Je dirais même une étape monumentale pour notre dénomination et pour notre direction épiscopale. Et donc, avant de passer la parole à Jason, je vais simplement commencer par une courte prière. Alors, si vous le voulez bien, priez avec moi. Cher Père Céleste, nous venons simplement à toi ce matin et nous voulons simplement te dire merci. Nous voulons te remercier pour tous nos bénévoles formidables à travers notre réseau et pour les membres de notre Église qui se sont portés volontaires pour œuvrer pour toi et pour le mouvement de notre Église, afin que nous puissions continuer à amener des personnes vers toi. Oh Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour les progrès, toutes les différentes manières dont nous continuons d'avancer. Et Seigneur, nous savons que la technologie joue un rôle énorme là-dedans. Alors, nous demandons simplement que la technologie fonctionne pour cela et que nous ayons tous un esprit et un cœur ouvert à l'information qui sera présentée. Et sois avec Jason pour que tout se passe au mieux, afin que chacun comprenne vraiment le processus et la réflexion derrière cela. Quoi qu'il en soit, vous resterez impliqués dans votre travail et au sein de l'Église méthodiste mondiale. Nous vous en remercions vivement. C'est en ton nom nous prions. Amen. Très bien Jason, c'est entièrement de ta faute. Amen. Merci Gann. Et c'est formidable d'être avec tout le monde, de regarder la conversation et de voir des gens du monde entier, des amis que je connais et des personnes que j'ai hâte de rencontrer dans le cadre de ce mouvement commun. Je souhaiterais sincèrement exprimer toute ma gratitude à l'ensemble des membres éminents du comité mondial de l'épiscopat. C'est un honneur pour moi de servir le Seigneur en tant que membre de cette équipe et de travailler à ses côtés. Nous avons ici de très grands dirigeants qui ont pour simple et unique désir de servir fidèlement. Et j'adresse un salut tout à fait particulier et chaleureux à notre frère Chris Ritter, qui est le président du comité mondial de l'épiscopat et qui était activement présent lors de la discussion tout à l'heure. Je l'ai vu apparaître. C'est ainsi que nous avons reçu un très grand nombre de questions avant la tenue de cette réunion, et je tenais absolument à prendre le temps d'en aborder quelques-unes avec vous aujourd'hui. L'objectif principal de notre rencontre consiste à partager en détail le processus par lequel les zones épiscopales proposées ont été soigneusement élaborées et progressivement construites au fil du temps. Mais je reconnais que il y avait beaucoup de questions qui étaient plus fondamentales que cela, ou qui posaient en quelque sorte les bases de là où nous en sommes. Donc certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu une partie de cette introduction. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai pensé au vu des questions reçues qu'il était essentiel de commencer par là. Ainsi, en 2024, lors de la conférence générale constitutive, l'Église méthodiste globale a affirmé notre volonté d'avoir une superintendance générale, que nos évêques seraient les évêques de toute l'Église,
et qu'ils seraient responsables devant l'ensemble de l'Église, qu'ils n'auraient pas la supervision résidentielle d'une seule conférence annuelle, mais qu'ils seraient plutôt les évêques de toute l'Église, et qu'ils auraient également une supervision spécifique sur plusieurs conférences annuelles. Nous avons vu cela mis en pratique même au cours des dernières années. Entre-temps, où les évêques, en tant qu'évêques à temps partiel, ont servi dans 4, 5, voire 6 conférences annuelles. Et nos évêques à temps plein ont servi dans 13 ou 14 conférences annuelles. Donc c'est ce modèle que nous avons adopté, la superintendance générale, et non un modèle résidentiel. Nous avons actuellement 9 évêques. Parmi ces 9 individus en question, ces derniers sont parvenus à destination de 3 manières totalement différentes. Et je pense qu'il est essentiel pour nous de le reconnaître. Nous en avons 2 qui ont été confirmés par la conférence générale de 2024 en tant qu'évêques à temps plein de l'Église. Il s'agit des évêques Jones et Webb. Et puis nous en avons 6 qui ont été élus par la conférence générale de 2024 en tant qu'évêques à temps partiel pour servir pendant ces 2 premières années. Ces 6-là sont l'évêque Kemba, l'évêque Pena, l'évêque Moore, l'évêque Gregory, l'évêque Livingston et l'évêque Greenway. Ces 6-là bénéficient d'une disposition très spécifique concernant la possibilité de se présenter à l'élection, dont nous parlerons plus tard. Et puis nous en avions un, l'évêque Kegod, qui a été accueilli en tant qu'évêque transféré selon un paragraphe très précis du livre de doctrine et de discipline. Donc, pour chacune de ces 3 catégories, je pense que c'est important. Nous avons 9 évêques, mais ils arrivent à nous de 3 manières différentes. Ainsi, lors de la conférence générale de 2026 à Johannesburg, nous élirons des évêques à temps plein. Nous n'aurons plus d'évêques à temps partiel. Et ils serviront tous comme surintendants généraux de l'Église pendant 6 ans, jusqu'à la prochaine conférence générale. La prochaine étape de ce processus, c'est que le GEC, le Comité mondial de l'épiscopat, a reçu la responsabilité de fixer le nombre d'évêques. Ça a déterminé le nombre d'évêques qui serviront l'Église pour les 6 prochaines années. Et il y avait une recommandation dans le livre de doctrine et de discipline, pas une restriction, mais une recommandation. Il est indiqué que la recommandation serait qu'ils servent chacun entre 6 et 8 conférences annuelles. Ainsi, le GESC a fixé ce nombre, qui a été communiqué plus tôt cette année, en fait au début de l'année, et le nombre a été fixé à 8, c'est-à-dire que nous aurons 8 évêques de l'Église à plein temps, servant comme surintendants généraux, pour les 6 prochaines années. Alors, comment cela a-t-il été mis en place ? Alors pour entrer dans les détails de cette situation, nous nous sommes penchés très attentivement sur l'analyse précise du nombre de conférences annuelles qui ont reçu une délégation officielle et formelle qui leur a été attribuée par les instances dirigeantes de l'Église générale au niveau mondial. Et ce chiffre total, à l'heure actuelle où nous parlons, s'élève précisément à 51. Il y a eu 51 délégations attribuées. Et donc d'autres se sont réunies depuis la date limite. Elles ne font pas partie de ce processus, selon le livre de doctrine et de discipline. Nous avons hâte qu'ils nous rejoignent lors des prochaines conférences générales. Nous espérons également qu'ils seront intégrés dans l'attribution des évêques et dans d'autres mécanismes. Mais pour cette conférence générale, pour ce processus, ce sont 51 conférences qui ont reçu une délégation avant la date limite. Et cela signifie que parmi nos 8 évêques qui serviront à plein temps comme surintendants généraux, 5 d'entre eux commenceront avec 6 conférences annuelles et 3 d'entre eux commenceront avec 7 conférences annuelles, pour un total de 51. La prochaine étape du processus, c'était donc de recevoir les candidatures de ceux qui souhaitaient se présenter à l'élection, ceux qui seraient nommés. La première chose, c'est que nous avons nos 9 évêques. Jour. Chaque citoyen est libre de décider par lui-même s'il a l'intention de se présenter à l'élection. L'évêque Jones et l'évêque Webb étaient éligibles pour se présenter à l'élection, conformément au livre de la doctrine et de la discipline, selon leur propre choix. D'un côté, Monseigneur l'évêque Jones a exprimé le souhait de passer au statut d'émérite, tandis que de l'autre, Monseigneur l'évêque Webb a choisi de se présenter officiellement à l'élection. L'évêque Kegi, également en tant qu'évêque transféré, peut aussi choisir de se présenter. Se présenter à l'élection, conformément au paragraphe, il a été reçu par, et il a également choisi de se présenter à l'élection, tout comme l'évêque Webb. Ensuite, nous avions 6 de ces évêques à temps partiel pour 2 ans. Leur disposition est un peu différente. Ainsi, le livre de la doctrine et de la discipline précise qu'un maximum de 50% d'entre eux peuvent être élus et se présenter à l'élection. Il y a un vote qualificatif qu'ils doivent obtenir pour pouvoir le faire.
Eh bien, 3 de ces évêques intérimaires ont décidé qu'ils ne se présenteraient pas à l'élection. Ils continueront d'exercer leur ministère sous une forme tout à fait différente. Les évêques Livingston, Greenway et Kimber ont pris cette décision. Nous en avons donc 3 qui se présentent à l'élection. L'évêque Moore, l'évêque Gregory et l'évêque Pena, qui rejoignent l'évêque Webb et l'évêque Tiggy pour se présenter à l'élection. Vous avez peut-être vu l'annonce qui est sortie vendredi dernier. En fait, cela se préparait déjà depuis un certain temps. Le comité exécutif général a officiellement sollicité ces nominations, en plus de les 5 candidatures déjà mentionnées précédemment, et chaque délégation de conférence annuelle avait l'autorisation explicite de pouvoir proposer jusqu'à un candidat provenant de sa propre conférence annuelle, ainsi que jusqu'à un candidat extérieur à sa conférence annuelle. Et lorsque vous avez ces délégations qui proposent ces personnes, ils doivent alors accepter ou refuser la nomination. Et nous avons effectivement sollicité cet envoi avant la date du 15 mars, compte tenu de la quantité de travail de traduction qu'il nous faut impérativement accomplir avant que le processus de sélection proprement dit ne puisse commencer. Mais la date limite disciplinaire finale était le 15 mai, et donc c'était vendredi dernier. Ainsi, notre organisation religieuse a officiellement rendu publique une liste de 24 membres et représentants au total qui vont se présenter officiellement comme candidats pour notre mouvement. Parmi ces personnes, 5 d'entre elles sont actuellement évêques en plein exercice de leurs fonctions. Et nous en avons ensuite 19 autres membres qui ont été officiellement nommés en plus par différentes délégations issues des conférences annuelles. La prochaine étape consiste donc à se demander comment sont effectuées les affectations épiscopales aux conférences annuelles. S'ils sont surintendants généraux, mais qu'ils servent plusieurs conférences annuelles dans une même région épiscopale, comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, le livre de la doctrine et de la discipline décrit cette assemblée plénière qui se réunira, qui rassemblera les membres des comités régionaux sur l'épiscopat, afin de fixer les zones épiscopales. Voici donc comment cela fonctionne. Pour chaque conférence annuelle, il y a une personne laïque et une personne du clergé que les délégations ont choisi pour être membres du comité régional sur l'épiscopat. Et donc à ce niveau-là, il n'y avait pas beaucoup de restrictions sur qui cela pouvait être. Il n'avait pas besoin d'être membre de la délégation, il devait être membre de la conférence annuelle. Et il ne pouvait pas être candidat à l'épiscopat. C'est vraiment la seule restriction. Mais ceci, avec 51 conférences annuelles et un laïc et un membre du clergé de chacune de ces 51 conférences, cela signifie qu'il y a 102 membres votants de cet organe plénier qui se réunira pour fixer les zones épiscopales. Nous avons accompli la mission qui nous avait été confiée, et il existe au moins 8 nécessités distinctes en matière de traduction linguistique pour cet organe plénier. De plus, il y a un grand nombre de participants qui s'expriment en anglais en tant que 3e ou même 4e langue. Je m'aperçois dans le fil de discussion que la qualité de mon signal sonore est en train de se dégrader. Je me pose donc la question de savoir si cela vient de mon côté, Diane, ou s'il s'agit d'un point particulier auquel je dois simplement faire attention. Est-ce que d'autres personnes parmi vous rencontrent également le même problème de leur côté ? De mon côté, le son ne se coupe pas. Donc nous allons continuer à surveiller. Parfait, merci beaucoup. Je tiens tout simplement à m'assurer que je porte une attention toute particulière à la manière dont absolument tout le monde accueille et interprète l'ensemble de ces informations. Et je sais aussi que je parle vite, donc je devrais peut-être ralentir un peu. Donc cette réunion rassemblera 102 personnes du monde entier, un laïc et un membre du clergé de chaque conférence annuelle qui a une délégation. Et chaque fois que nous nous réunissons, ils sont chargés de fixer les zones épiscopales. Eh bien, le GEC s'est penché sur la question et s'est demandé comment allons-nous organiser cette réunion en une seule séance, fixer les zones épiscopales du monde entier avec tous les défis liés aux langues et à la technologie. Le GEC a donc instauré de manière formelle un processus par lequel nous allions concevoir et développer une proposition servant de base de travail initiale pour les séances plénières de discernement. Voici donc ce qui a été demandé, et cela remonte à de nombreux mois. Nous avons pris le temps de demander formellement à chaque délégation de mener un profond discernement dans la prière et d'engager un dialogue approfondi sur les autres conférences avec lesquelles elles seraient particulièrement désireuses et intéressées à partager un évêque, afin qu'un évêque puisse servir leurs conférences respectives, voire même l'ensemble de toutes leurs conférences.
Et nous leur avons demandé de remettre au JC une liste classée des 10 conférences avec lesquelles elles souhaitent le plus partager un évêque, par ordre de préférence. Ces informations ont été largement diffusées. Elles ont été partagées lors des rassemblements des surintendants de conférences. Le GIEC l'a diffusé sous différentes formes et aspects afin que nous puissions recevoir ces classements en retour. Puis, à partir de ces données, en écoutant la base, une proposition a été élaborée. Ce n'est pas la version finale, mais c'est le point de départ, car lorsque l'assemblée plénière se réunit, elle peut alors consulter les données mises en avant par les délégations à travers leur discernement dans la prière. Et ensuite, dans l'éventualité où ils souhaiteraient soumettre des propositions de modification supplémentaires, ils auront toute la liberté de le faire lors de cette réunion. Et c'est ainsi que nous en sommes arrivés là où nous sommes. Je vais seulement aborder un dernier sujet, puis j'expliquerai comment nous avons élaboré cette proposition. Le premier point, c'est que j'ai reçu beaucoup de questions sur ce que cela signifie d'être dans une région épiscopale ou de partager un évêque avec une autre conférence. Et en réalité, il y a très peu de conséquences ou d'implications concrètes au fait de partager un évêque. Cela signifie littéralement faire partie d'une région épiscopale avec une autre conférence. Que vous partagez le même évêque, c'est tout l'essentiel. Il n'y a rien qui relie ces conférences entre elles. Il n'y a aucune disposition législative de priorisation ou de manœuvre politique. Ils ne se réunissent pas ensemble lors d'un rassemblement séparé, ni en tant que délégués, ni dans le cadre d'une conférence plus large. Donc, si vous venez d'un contexte où il existe une forme de juridictionnalisme ancré dans votre compréhension, c'est vraiment quelque chose qu'il vous faudra mettre de côté, parce qu'il n'y a aucun rassemblement de ces régions épiscopales. De plus, il n'y a aucune relation d'alliance présumée. En fait, lorsque nous avons reçu les données, il y avait certaines conférences annuelles qui étaient en relation d'alliance et qui ont cherché à être dans la même région épiscopale. Et puis, il y avait d'autres conférences où l'on pouvait voir, d'après les données analysées de manière intentionnelle, qu'elles ne cherchaient pas à être dans la même région. C'est donc l'avantage d'avoir ce type de réponse venant de la base. Il y a un texte législatif qui décrit les comités régionaux d'épiscopat et qui sera présenté à la conférence générale. L'un des points essentiels à souligner, c'est que les membres des comités régionaux d'épiscopat, c'est-à-dire ceux qui se réuniront lors de la séance plénière, auront la possibilité de mener un certain nombre de travaux préparatoires en commun. En ce qui concerne les évaluations annuelles de l'évêque, ce travail relève directement du GEC, mais le groupe d'évaluation centrale souhaite désormais mettre en place une évaluation complète à 360 degrés dans l'ensemble de nos démarches. Par ailleurs, les ACE, c'est-à-dire les comités régionaux d'épiscopat, pourraient tout à fait se voir confier la responsabilité d'assurer ce retour d'informations essentiel. Mais il faut souligner que c'est vraiment là la limite absolue de ce que les comités régionaux d'épiscopat, ainsi que les zones épiscopales, sont en mesure de réaliser actuellement. Il y a donc quelques valeurs dans ce processus qui, à mon avis, sont portées par ce que nous faisons. Il s'agit d'un processus démocratique et participatif qui prend racine directement à la base de la communauté, aussi bien dans ce qui concerne les nominations épiscopales qu'en ce qui touche à la proposition concrète des différentes zones épiscopales du territoire. Ce n'est pas quelque chose que le GIEC a fait puis a dit « voilà ». Nous faisons cette proposition. C'est nous qui écoutons les délégations que nous avons sollicitées. Nous leur avons demandé d'entrer dans un discernement dans la prière. Et au fur et à mesure que ces délégations priaient et discernaient, voici les informations que nous avons reçues. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a ici un élément de flexibilité. Ces zones épiscopales ne sont pas figées pour toujours. Elles ne sont pas fixées à jamais. C'est pour les 6 années à venir, de 2026 à 2032. Et ensuite, ce processus serait renouvelé. Et il se peut que certaines zones épiscopales disent « nous aimerions recommencer ». Refaisons-le. Et elles pourraient alors suivre l'intégralité de la procédure établie pour exprimer formellement leur ferme volonté de rester dans la même zone épiscopale. Et il y en a d'autres qui ne souhaiteront peut-être pas s'engager dans cette voie. Et c'est quelque chose qui peut s'avérer véritablement magnifique et enrichissant avec le temps, d'avoir cette flexibilité. Donc avec tout cela en tête, nous recevons des données. Je vais partager mon écran. Et si vous êtes un fan de tableur, comme moi, alors vous allez adorer ça. Si ce n'est pas le cas, eh bien on va juste devoir s'y faire un instant, mais je veux que tout le monde puisse voir ce que nous avons reçu.
Voici donc pour commencer le document sous forme de tableur qui contient l'ensemble des données que le GIEC a pu recevoir. Il y a au total 51 conférences annuelles. Nous avons reçu des données de classement de 47 sur les 51. Donc pour 4 d'entre elles, nous n'avons pas reçu de classement. Je voulais aussi avoir cette liste officielle. Au fait, quand les gens soumettaient leur classement, parfois ils faisaient une faute d'orthographe ou utilisaient une abréviation. Par exemple, quelqu'un écrivait rez-de-chaussée au lieu de République démocratique du Congo. Donc j'avais besoin d'un peu de standardisation. Pour m'assurer que tout soit uniforme, je voulais aussi savoir de quelle région du monde il venait. Et j'ai mis Amérique latine au lieu de Amérique du Nord et du Sud. Donc il y a les États-Unis et il y a l'Amérique latine indiquée ici. Vous pouvez voir que le Mexique est là. Mais vous pouvez aussi voir que certains n'ont pas soumis leur classement. Par exemple, Oasis n'a pas remis son classement, ainsi que d'autres. Donc, on commence avec la liste officielle des conférences et la région du monde d'où elles viennent. Ensuite, nous avons reçu le classement. Voici donc ce qui a été fait. Nous avons utilisé une matrice pondérée. Je vais simplement faire défiler vers le bas. Vous pouvez voir ici certaines conférences pour lesquelles Alabama Emerald Coast a remis un classement, où leur préférence la plus élevée était d'être avec North Georgia, où la préférence la mieux classée de la Bulgarie était d'être avec le Mexique. Et donc cela a été intégré dans une matrice pondérée. Ainsi, si une conférence en désignait une autre, sa préférence la plus élevée recevait un poids de 10. La deuxième recevait un 9. La troisième recevait un 8, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir, voici toutes les données brutes que nous avons provenant des différentes conférences. Après avoir discerné dans la prière, l'Éthiopie et Nazarène ont dit que la conférence numéro 1 avec laquelle ils aimeraient être est les Grands Lacs, avec une valeur pondérée de 10. Donc cela signifie la valeur la plus élevée. La note maximale que vous pouvez obtenir dans votre propre classement est 10. La valeur la plus basse est 0. Il y a donc 51 conférences. Et pour les 40 conférences qui n'étaient pas classées et qui n'étaient pas la vôtre, elles recevaient une valeur pondérée de 0. Mais ensuite, on combine ça. Donc, vous regardez quelle conférence. Ah, et je dois préciser qu'il y a quelques points à noter ici. Il y avait des zones émergentes qui ont été classées, des conférences qui ne s'étaient pas réunies et qui n'avaient pas reçu de délégation. J'ai fait de mon mieux. J'ai insisté lourdement et relancé à de très nombreuses reprises pour que les conférences ne prennent en compte et ne classent uniquement celles qui avaient reçu une délégation. Il n'en reste que quelques-unes ici ou les zones émergentes, parce que ces valeurs ont dû être retirées. Il n'y a aucun intérêt à classer un organisme qui ne fait pas partie de ce processus. Nous en avons aussi eu quelques-uns qui en ont classé plus de 10. Donc ces classements-là ont été retirés. Et nous en avons eu un qui, même après correction, continuait systématiquement à classer sa propre conférence. Donc un autoclassement équivaut à un score de 0. Et donc, en prenant en compte ces facteurs, je précise aussi que certaines conférences ont choisi de ne pas en donner 10. Certains en ont donné 6, d'autres 9, et toutes ces valeurs spécifiques exercent une influence sur l'ensemble du résultat final. Mais ensuite, on passe à ce qu'est une matrice pondérée. Voici donc une feuille de calcul où vous trouverez dans la colonne A les 51 conférences. Sur la deuxième ligne, vous trouverez la liste des 51 conférences étalée sur toute la largeur. Et vous obtenez alors le classement combiné. Donc, prenons l'exemple de l'Inde. L'Inde et la Corée étaient à égalité au classement. Américain de 10. Cela signifie que l'Inde les a classés à un certain moment, la Corée et les Américains les ont aussi classés à un moment donné, ce qui a donné un score total de 10. Le score le plus élevé possible était de 20. Le score le plus bas possible était 0. En voici un exemple. Ainsi, le Mid-Texas a classé le Nord-Est en première position et le Nord-Est a classé le Mid-Texas en première position. Cela a donc donné un score maximal de 20. Vous remarquerez les zéros qui apparaissent tout au long de la page. C'est l'autoclassement. Donc, Panama et Panama sont indiqués dans la colonne F et la ligne 7. Et cela continue ainsi jusqu'en bas. J'ai ensuite voulu simplement utiliser la couleur pour faire ressortir certaines choses. 18 à 20 pour les scores les plus élevés, 14 à 17, 12 à 13 et 1 à 11. Et c'est déjà regroupé, selon ce qui a fini par être les classements proposés.
Et vous pouvez constater que ces groupes se rejoignent un peu dans ces différentes zones géographiques bien distinctes. C'est précisément ce processus qui nous a conduit à l'élaboration de cette feuille. Il s'agit ici de la proposition officielle de zones épiscopales qui servira de point de départ pour l'assemblée plénière à venir. Elle a été publiée officiellement la semaine dernière, il est donc fort probable que vous l'ayez déjà aperçue sur nos différents canaux de communication. Mais notre objectif principal est de valider, d'essayer de rassembler et de regrouper dans les zones épiscopales le plus grand nombre possible de valeurs considérées comme hautement classées. Tout cela en fonction des préférences classées de notre propre délégation. Vous remarquerez donc que 3 des zones épiscopales devaient avoir 7 conférences et 5 devaient en avoir 6. Je vous ai déjà expliqué comment cela s'est passé. Je me suis ensuite contenté de suivre leur provenance géographique. Continent. Ou les États-Unis, l'Amérique latine. Puis, à travers différentes analyses et quelques présentations préliminaires, certaines personnes se sont demandé qu'est-ce que le contigu? Dans quelle mesure ces conférences sont-elles contiguës entre elles? Ce n'était pas un facteur pour moi. Je tiens à préciser tout d'abord que, pour les continents, si cette répartition correspondait effectivement à la matrice pondérée, laquelle est entièrement fondée sur les préférences réfléchies et priées, telles qu'elles ont été indiquées au sein des classements soumis par les délégations des conférences annuelles, dans l'éventualité où il s'agirait d'un critère statistiquement non pertinent, alors j'ai pris le soin de configurer une préférence spécifique dans l'algorithme pour faire en sorte de ne jamais excéder 4 conférences annuelles provenant du même continent. C'est ce qui s'est produit. On peut observer qu'il existe quelques groupes de 4 dans ce modèle, plus précisément dans cette proposition. Mais pour la grande majorité d'entre eux, je vous remercie. C'est en grande partie parce qu'il y avait un nombre de changements statistiquement négligeables. Chaque fois que vous voyez cette limite de 4 par région épiscopale, cela n'avait absolument aucun impact significatif sur le déroulement du travail. Et ensuite, la question suivante consistait à procéder à une vérification minutieuse de l'ensemble du travail effectué. Comment ces régions épiscopales s'en sont-elles sorties? Je voulais m'assurer que toutes les valeurs étaient évaluées, que nous avions 5 avec 6, 3 avec 7, et je voulais évaluer combien de valeurs matricielles pondérées de 14 et plus pouviez-vous relier entre elles. Cela fait un total de 57 valeurs de 14 et plus. Donc vous pouviez voir ces valeurs matricielles pondérées ici, il y en a 57. Et ces régions épiscopales proposées ont pu atteindre 51 sur les 57, comme confirmé dans la même région épiscopale. Seulement 6 paires ont été séparées. Et par conséquent, comme vous pouvez le constater, vous pouviez voir ces séparations qui étaient là. Ce sont précisément celles qui apparaissent ici en couleur rouge. Je peux vous assurer que j'ai mis en œuvre absolument tous les efforts et toute la diligence imaginable pour explorer en détail comment parvenir à réduire de manière significative le nombre total de ces séparations. Et il s'avérait qu'à chaque fois que je tentais désespérément de réunir l'une de ces 6 paires spécifiques, je ne faisais en réalité qu'augmenter de manière significative le nombre total de séparations partout ailleurs dans le système. Donc, je veux vous montrer comment cela se produit, parce qu'il y a eu des questions sur à quoi ça ressemble. J'ai donc préparé. J'aimerais également vous montrer une toute petite chose supplémentaire, pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil attentif. Et voilà ce que ça donne. C'est juste un autre exemple, très bref. Si vous deviez nommer 6 conférences, Adam, Jacob, Moïse, Pierre, Matthieu et Paul, et les 5 premières voulaient toutes être avec Pierre, et Pierre voulait être avec toutes ces conférences. Parfait. Eh bien, il serait logique que toutes ces conférences soient dans la même région épiscopale, sauf que... Et si aucune de ces autres conférences ne voulait être avec les autres? Donc Adam n'avait aucun classement pour Jacob ou Moïse, ni pour Matthieu ou Paul, et Jacob n'avait aucun classement pour Adam ou Moïse, ni pour Matthieu ou Paul, et ainsi de suite. Par conséquent, cette situation engendre des conflits dans les données, qui viennent considérablement compliquer la gestion de 51 conférences, qui sont actuellement réparties à travers 8 régions épiscopales. Les valeurs de classement partagées. L'objectif ici était donc de conserver autant de correspondance à haut classement que possible.
Nous en avions au total 57. Comment pouvions-nous faire en sorte de garantir que le nombre de valeurs qui ne pouvaient pas figurer ensemble dans la proposition soit le plus bas possible dans notre calcul? Et c'est donc ce qui a été présenté au GIEC. Le GEAC a approuvé ceci en tant que proposition. Et il y a quelques éléments à partager avec tout le monde. Voici donc la proposition que je vous soumets aujourd'hui. Je ne vais manifester absolument aucune préférence particulière à ce sujet, ni revendiquer de droit de propriété ou de valeur spécifique là-dessus. Une fois qu'elle vous sera présentée, il appartiendra alors à l'Assemblée tout entière d'en assumer la pleine responsabilité. Et l'ensemble de l'Assemblée pourra consulter et la partager. Et cette semaine, tous les comités régionaux d'épiscopat, tous les membres de ces comités, vont prochainement recevoir directement le document complet sous forme de tableau Excel. Ainsi, tout le monde pourra consulter les données brutes par eux-mêmes. Donc, ces 102 membres effectifs, qui sont les membres votants de cette assemblée plénière, vont recevoir ce tableau récapitulatif. Et ils pourront ainsi déterminer avec précision si oui ou s'il existe d'autres manières alternatives qu'ils souhaitent proposer pour procéder. Donc, pendant cette réunion, il y aura une présentation. Et à la fin de cette présentation, nous passerons à la suite, avec Chris Ritter en tant que président et Tom Lambert comme parlementaire. Nous passerons à une phase régie par le règlement de Robert, où chacun pourra proposer des amendements. Mais tous les membres de la CE recevront ces données cette semaine. Ils pourront donc approfondir et discerner. Il s'agit de savoir si la proposition a su pleinement respecter ses valeurs ou non. Voilà où nous en sommes. Et Diane, je suis sûr que nous avons des questions. Il ne m'a pas été possible de suivre le chat tout au long de ma présentation, mais je souhaitais absolument partager l'ensemble du travail accompli par le GEC pour élaborer cette proposition qui sera prochainement soumise à la CE. Une dernière chose, le 30, les zones épiscopales seront fixées. À chaque fois que cette assemblée plénière se réunira, elle fixera les zones épiscopales, puis elle entamera une période d'examen. Ils auront à leur entière disposition des documents pour tous les candidats, ainsi que les évêques qui se représentent. Et ils vont commencer à réfléchir posément à ceux qu'ils souhaitent auditionner et, en fin de compte, de manière définitive d'ici le 22 juillet, à classer leurs 5 candidats préférés pour servir dans leur zone épiscopale. Donc, si nous devons aborder le processus électoral, je suis tout à fait en mesure d'en parler plus en détail. Mais je sais que l'objectif principal de notre travail aujourd'hui était de comprendre comment la proposition concernant les zones épiscopales a été élaborée. Alors, Diane, quelles questions avons-nous? Merci Jason. C'est vraiment des informations très intéressantes. Et je pense qu'une des questions qui revient sans cesse en ce moment, donc je voudrais juste l'évacuer tout de suite, c'est les gens se demandent si ce tableau et les autres informations seront disponibles pour qu'ils puissent les consulter. Oui, donc notre intention première est de faire en sorte que cela soit transmis au comité de secteur sur l'épiscopat. Et c'est précisément dans ce sens que nous nous sommes orientés jusqu'à présent. Mais Diane, si toi et la dénomination avez une autre idée de la manière dont cela devrait être partagé, la décision finale vous appartient entièrement. Mais je sais que les personnes qui en ont véritablement le plus grand besoin sont celles qui vont voter sur ce sujet et proposer des actions concrètes à cet égard. Lors de la réunion du 30 mai. Donc cela sera transmis à ses membres cette semaine. Ils devraient tous vérifier leur boîte mail en début de semaine. Ce sera envoyé directement à eux. Très bien, parfait. D'accord, j'ai encore quelques questions. Est-ce que les membres de l'épiscopat régional participeraient en groupe si des accusations étaient portées contre un évêque? Alors actuellement, dans le livre de doctrine et de discipline, section 9 et le JPP, il n'y a aucune participation des membres de la CE dans une procédure de plainte. Il est important de noter que la 26e conférence générale va clarifier davantage le rôle crucial et déterminant de la CE concernant tous ces sujets complexes. Et je suis tout à fait certain que la question de leur implication directe ou non dans la procédure de plainte fera partie intégrante de la réflexion approfondie que la 26e conférence générale devra mener au cours de ses délibérations futures. D'après la législation que j'ai vue, il est prévu qu'ils soient informés et inclus dans ce processus. Mais en ce qui concerne le président du processus et la procédure elle-même, si l'on passait à une enquête, la CE serait simplement informée, sans y participer. Mais c'est la conférence générale qui se prononcera à ce sujet et nous permettra de clarifier tout rôle futur. Très bien, parfait. Eh bien, Jason, ce sont les questions que nous avons reçues pendant cette session. Nous allons donc ouvrir la discussion. Je ne vais pas. Vous savez, je ne vais pas prolonger si vraiment il n'y a pas d'autres questions à poser, mais sachez simplement que Jason est là, il vous écoute.
Donc, si vous avez des questions sur ce sujet que vous souhaitez aborder, c'est le moment de les poser. Nous avons effectivement reçu quelques questions, Diane. Je vais revenir sur certaines qui ont été posées à l'arrivée. Certains posaient des questions sur la question du budget ainsi que des coûts et si ces éléments avaient été dûment pris en considération dans les zones épiscopales proposées et si nous avions réellement les moyens de nous le permettre. Tout ce que je peux dire, c'est que lorsque la conférence générale en 2024 a adopté une superintendance générale et a reconnu l'impact et l'engagement mondiaux de nos évêques, nous savions qu'il y aurait des coûts associés à cela. Ainsi, le Comité mondial de l'épiscopat a fixé des montants budgétaires pour les frais de déplacement des évêques. Nous avons fait cela ces dernières années, et nos évêques ont pu voyager autant qu'ils l'ont souhaité pour aller à la rencontre de leur conférence annuelle. Ce budget a été préparé avec des projections pour 2027 et au-delà, et cela a été inclus dans la réflexion et la préparation du budget par les finances et l'administration. Et ces montants ont été intégrés dans le budget et ont pu être inclus dans les budgets futurs. Alors, pouvons-nous nous le permettre? Oui. Est-ce un engagement de la part de nos évêques d'être des évêques itinérants? Absolument. Et cela fait partie de ce qu'a établi la conférence générale 2024 lorsque nous avons recherché une superintendance générale. Très bien. Et nous avons reçu quelques autres questions, donc je vais les partager. La question est, comment des ajustements seront-ils faits si la localisation géographique d'un évêque l'empêche de se rendre dans sa région épiscopale? Par exemple, les États-Unis sont actuellement empêchés de voyager au Nigeria. Oui, c'est une excellente question. Il y a donc quelques dispositions dans le livre de doctrine et de discipline. La première, c'est que si un évêque n'est pas en mesure d'assumer ses responsabilités dans une région donnée sur place, notamment pour la conférence annuelle ou pour l'ordination, mais aussi pour l'itinérance générale à travers la conférence, il peut alors confier cette responsabilité à un autre évêque. Encore une fois, ils sont évêques de toute l'Église, et cela s'est déjà produit à plusieurs reprises. Il y avait des dates conflictuelles pour 2 conférences annuelles en 2025 lorsque les évêques ont été affectés à leur conférence annuelle, et elles n'ont pas pu être déplacées à cause des réservations et des engagements. Donc l'évêque qui était affecté aux 2 a demandé à un autre évêque de le remplacer. Nous avons aussi eu un évêque qui a eu des problèmes de santé et qui n'a pas pu se rendre à une conférence annuelle en particulier. Il a donc désigné un autre évêque pour y aller. Cela a permis de gérer les solutions ponctuelles. Pour ce qui est des questions plus permanentes, et Chris a posé la question suivante. Si un évêque n'est pas en mesure de voyager, alors il peut... Actuellement, il n'existe pas de disposition pour une réaffectation, mais je sais qu'un projet de loi va être présenté à la conférence générale afin de permettre au GEC, le Comité mondial de l'épiscopat, d'effectuer ces réaffectations, tout au long de cette période de 6 ans. Et cela n'a pas encore été approuvé, mais la question sera soumise à la conférence générale pour discernement. Très bien. Super. Excellente explication. Une autre question se pose. A-t-on envisagé ou appliqué le principe selon lequel chaque zone épiscopale devrait comprendre au moins 3 régions du globe? Nous n'avons pas choisi de procéder de cette manière. Cette proposition utilisait donc de manière totalement exclusive les données brutes de départ et la matrice pondérée. Afin de respecter le discernement de chaque conférence annuelle et de sa délégation. Et nous n'avions pas réellement l'intention d'aller plus loin dans la manipulation des données. Nous souhaitions que le discernement réfléchi et priant de la conférence annuelle soit reflété autant que possible dans les zones épiscopales proposées. La seule condition que j'ai posée était que, si cela était statistiquement non pertinent, alors nous avons fixé une limite maximale de 4 provenant du même continent. C'était le seul élément ajouté à la proposition. Tout le reste provenait des données issues du discernement réfléchi des délégations. D'accord. Il en est que de même, dit-on. Pour les candidats qui se présenteront aux élections uniquement dans les zones épiscopales, qui ont... D'accord. Pour les candidats se présenteront-ils aux élections uniquement dans les zones épiscopales qui ont... C'est une excellente question. Qui les a nommés? Désolé. Ouais. Par conséquent, chacun des 24 différents candidats qui soumettent leur candidature à l'élection a la possibilité de figurer officiellement sur la liste classée et est ainsi tout à fait susceptible d'être dûment élu par la conférence générale pour une affectation spécifique.
Ainsi, lors de la conférence générale, quand l'élection a lieu, le candidat sera élu pour une zone épiscopale. Donc ce serait, voyez, je vais prendre l'exemple de l'évêque Jones, parce qu'il ne se présente pas à l'élection. L'évêque Jones serait élu pour la zone épiscopale numéro 3. Et donc au moment de l'élection, l'affectation est décidée. Et il n'y a pas de restriction liée à la personne qui les a nommés. À ce stade, les 24 candidats se présentent à l'élection pour l'ensemble de l'Église. Et chacune des 8 zones épiscopales pourra participer au processus de sélection, lire leurs dossiers, organiser des entretiens et discerner dans la prière. S'il s'agit de quelqu'un qu'ils souhaitent voir servir leur conférence annuelle en tant qu'évêque pour les 6 prochaines années. Ainsi, les 24 candidats peuvent tous être classés et élus par chacune des 8 zones épiscopales, selon la proposition ou toute modification future. Voilà. D'accord. Et ensuite, je vais juste passer à cette question parce qu'elle est sur le même sujet. Mais par exemple, si un évêque démissionne ou décède ou quelque chose de ce genre, est-ce qu'il y a une disposition intérimaire qui est prévue? Oui, bien sûr. Le livre de la doctrine et de la discipline prévoit déjà ce cas de figure. Donc si quelqu'un démissionne, décède, prend un congé, ou il existe une multitude de raisons diverses et variées pour expliquer cela. Mais il incombe alors la lourde responsabilité au GEC de subvenir de manière adéquate aux besoins spécifiques en service épiscopal de ces différentes conférences annuelles. Et voilà comment cela se présente. Cette organisation peut tout à fait être mise en œuvre, soit en faisant appel à l'intervention d'évêques émérites pour assurer ses fonctions, soit en confiant l'intégralité de ses nouvelles responsabilités aux autres évêques élus actuellement en poste, pendant cette période de 6 ans. Ainsi, la couverture sera assurée, et cela est déjà prévu dans le livre de la doctrine et de la discipline. Et il est vrai que j'aurais également dû préciser plus tôt qu'à chaque fois qu'il se présente un besoin ponctuel, ainsi que Chris a pu l'expliquer précédemment, l'évêque peut également faire appel à un évêque émérite pour répondre à ce besoin ponctuel, mais cela relève de la décision de l'évêque, et non de celle du GEC. Oui, super. D'accord, donc nous avions quelques... Je vais répondre à Lester simplement parce que j'ai vu sa question. Ouais, Lester. Un évêque peut servir sa propre conférence annuelle. Il n'y a aucune disposition qui l'interdit dans le livre de la doctrine et de la discipline. Aucune restriction. Il y a une allocation. D'accord. Et puis, concernant la séance plénière du 30 mai, je pense qu'il faut simplement apporter quelques précisions. Vont-ils se répartir en petits groupes et élire leurs propres représentants? Oui, super. Ça va donc être une super journée. Je suis vraiment enthousiaste. Nous avons travaillé si dur pour le préparer. Nous avons effectué un contrôle technique samedi. Nous nous réunirons. Nous recevrons un moment de recueillement. Cette proposition détaillée sera présentée aux membres de l'ACP, puis il reviendra alors de plein droit à l'Assemblée, et c'est l'Assemblée qui prendra la décision finale et souveraine de ce que seront précisément les zones épiscopales. Ensuite, un programme de formation complet sera officiellement proposé sur l'ensemble du travail qui attend les membres de l'ACP. Puis nous irons dans 8 zones épiscopales différentes. Pour des rassemblements. Sur Zoom, on appellerait cela des salles de répartition, mais il s'agira en réalité de 8 réunions distinctes qui auront lieu juste après cette séance plénière, le même jour. Un membre du GUC présidera ces réunions, et des responsables seront élus pour chacun des 8 comités de zone épiscopale. Un président, un vice-président et un secrétaire seront tous élus ce jour-là. Ensuite, ils prendront en charge leur propre travail. Et rappelez-vous, ce sont des groupes de 12 ou 14 personnes. Ils travailleront du 30 mai au 22 juillet pour examiner les dossiers des 24 candidats. Et après cet examen, ils devront discerner, dans la prière, avec qui ils souhaitent mener un entretien et échanger. Ils pourront ensuite organiser ces entretiens et au final établir un classement des 5 premiers. Ce sera donc une quantité de travail considérable. Priez pour ces 102 personnes pendant toute cette période, car nous sommes en quête de la volonté et de la sagesse du Seigneur dans cette démarche. Oui, tout à fait. Alors, comment allons-nous déterminer l'ordre dans lequel les évêques des différentes régions seront élus? L'ordre dans lequel les évêques des régions seront élus. Chris, je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question. Donc, l'élection se déroulera de la manière suivante. Il y aura 8 régions épiscopales qui seront, elles, classées. La liste des 5 premiers de chaque catégorie sera communiquée à l'Église générale ainsi qu'aux délégués de la conférence générale. Il y aura également une liste de l'ensemble des 24...
qui ne figurent pas dans cette liste classée. Et le processus de ce vote particulier se déroulera ainsi. Nous commencerons par la première région épiscopale, puis il y aura un vote pour désigner la personne que l'Assemblée de la Conférence générale souhaite élire pour cette région épiscopale. Ce scrutin sera ensuite clôturé. Les résultats ne seront pas communiqués. Ensuite, nous passerons à la région épiscopale numéro 2. Nous voterons pour le candidat proposé pour cette région épiscopale. Puis, ce scrutin sera clôturé. Les résultats ne seront pas communiqués. Et nous répéterons ce processus jusqu'à la fin de la région épiscopale numéro 8. Et à la fin de la région épiscopale numéro 8, les résultats seront alors présentés pour l'ensemble des 8 régions épiscopales. Ainsi, aucune région épiscopale ne sera la première ou la deuxième, puisque les résultats ne seront pas communiqués. L'ensemble des 8 régions sera traité en une seule session, puis les résultats seront partagés, et ensuite nous répéterons le processus pour celles qui n'auront pas abouti à une élection. Donc Chris, je pense que comme tu l'as précisé lors de la conférence générale, la région qui sera élue en premier, c'est ainsi que cela fonctionnera. Les 8 régions en même temps, avant que les résultats ne soient partagés, puis cette élection aura lieu. Et donc, les délégués ne pourront pas voter pour la même personne pour plus d'une région épiscopale. Par conséquent, avant de procéder à ces 8 élections, il est essentiel que vous sachiez précisément pour qui vous allez voter en ce qui concerne chacune des régions épiscopales. Parce que vous ne pouvez pas inscrire le même nom sur plus d'une région. Très bien, je comprends. Il est possible que vous sachiez déjà ce que cela signifie, mais est-ce que les restrictions de voyage vont restreindre l'accès à la région EA5 ? Savons-nous ce que cela signifie exactement ? Il ou elle parle donc de la zone épiscopale 5. La zone épiscopale 5 est donc soumise à des restrictions de voyage. Alors, assurément, en tant qu'Église mondiale, et d'ailleurs lorsqu'on aborde les régions émergentes, c'est encore plus complexe. Nous avons des zones émergentes dans des endroits très difficiles. Je sais que le Nigeria a des défis aujourd'hui, mais pas seulement le Nigeria. L'Inde présente certains défis en matière de voyage, surtout pour l'Église. La Russie présente des défis en matière de voyage. Par conséquent, à chaque fois que ces zones épiscopales viennent à être fixées, et que les comités régionaux sur l'épiscopat commencent à discerner, l'accès à ces conférences annuelles fera partie intégrante du processus de sélection. Et ils devront réfléchir, dans la prière, aux personnes qui seraient capables de bien servir leur conférence. Alors Jennifer, super. Question, mais ce n'est pas seulement dans la zone épiscopale. 5. C'est en fait le cas dans bon nombre de ces régions épiscopales. Et nos évêques se portent volontaires pour s'engager dans des lieux et des circonstances difficiles, ce qui nous a également contraints à reporter les réunions annuelles de la conférence. Le conflit armé persistant en République démocratique du Congo a considérablement retardé et perturbé la tenue de 2 autres conférences annuelles prévues en rez-de-chaussée, et ce principalement en raison de l'instabilité croissante et pour des impératifs de sécurité visant à protéger les participants. Non seulement pour nos évêques, mais aussi pour le rassemblement de la conférence annuelle. Donc continuez à prier avec ferveur pour l'œuvre et l'action de Dieu à travers le monde entier, et pour les répercussions significatives que cela a également sur le grand mouvement méthodiste mondial. Il est dit que l'évêque intérimaire devra obtenir 75% pour être sur le bulletin. C'est bien ça ? Y aura-t-il une élection pour l'intérimaire en premier s'il figure sur le bulletin, conformément à l'article 604.8 ? C'est en effet une excellente question. Voici précisément comment les choses vont se dérouler. Dès le tout début de la conférence générale, il sera mis à disposition un bulletin de qualification sur lequel figureront l'évêque Moore, l'évêque Grégory et l'évêque Peña. Et cela se fera bien avant toute élection pour les zones épiscopales. C'est uniquement pour le bulletin de qualification. Et chaque délégué à la conférence générale pourra voter pour autant de ces 3 personnes qu'il le souhaite. Et toute personne parmi ces 3 qui obtient 75% ou plus sera alors éligible pour se présenter à l'élection. Lorsque nous passerons à l'autre vote qui concerne l'élection des évêques. Donc le bulletin de qualification pour ces 3 personnes, au début, doit atteindre 75%. Puis plus tard, pour être élu dans une zone épiscopale, il faudra 60%. D'accord. Y aura-t-il une modification des zones épiscopales si la pétition pour l'ajout d'un évêque est approuvée par la conférence générale ? Donc, si je saisis parfaitement bien la situation, et je ne suis pourtant ni un membre du Parlement ni l'avocat spécialisé chargé des appels,
Et donc, si Tom Lambrick devait exprimer son opinion personnelle sur ce sujet précis, Julia soutient fermement qu'il ne m'écoute absolument pas. Tu m'entends encore, Diane? Je vais... Puceau. D'accord. Je vais donc aller de l'avant. Si j'ai bien saisi l'ensemble des explications fournies, le déroulement complet du processus électoral prévu pour l'année 2026 sera entièrement régi par les dispositions du livre de doctrine et de discipline qui servira de cadre de référence officiel après avoir été voté par les membres de l'Assemblée en 2024. Donc, s'il y a des modifications apportées au livre de doctrine et de discipline en 2026, elles n'affecteront pas l'élection de la conférence générale de 2026. C'est ce que j'ai compris. Mais encore une fois, je suis pas la personne qui a le dernier mot à ce sujet. J'espère que d'autres pourront donner un avis plus approprié là-dessus. Par ailleurs, est-il envisageable que le GEC puisse s'attendre à ce que les ACA travaillent en étroite collaboration les uns avec les autres afin de choisir les futurs évêques? C'est pour un ami. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a aucune restriction quant à la façon dont les comités de zone sur l'épiscopat communiquent entre eux, ou pas. Et donc, si ces présidents le souhaitent, ou si ces présidents souhaitent discuter entre eux et qu'il y a une ouverture à cela, alors ils peuvent tout à fait s'engager dans ce processus. Je pense qu'une des questions est de savoir ce qui se passe si plusieurs conférences classent le même candidat en première position. Et donc une partie de cela peut être gérée potentiellement grâce à un travail préparatoire. Il n'y a aucune restriction empêchant ces comités de zone sur l'épiscopat de discuter entre eux. Il est donc tout à fait envisageable que, grâce à un travail préparatoire minutieux et approfondi effectué avant la publication des classements, ce problème puisse être considérablement atténué et corrigé. Cependant, il est aussi possible que ces numéros 1 restent les mêmes, même après le 22 juillet. Et le livre de la doctrine et de la discipline prévoit que le GEC peut intervenir sur cette question, ce qui signifierait que nous parlerions probablement aux ACE, nous parlerions aux candidats, et nous discernerions à quel point le numéro 2 de quelqu'un était proche. Cela pourrait également impliquer une prise en compte plus approfondie par l'évêque ou le candidat de l'ensemble de ce processus de discernement. Donc oui, il est tout à fait envisageable qu'ils se parlent et s'entretiennent bien à l'avance. Non, ils sont pas obligés de se parler à l'avance, mais rien ne les en empêche non plus. Eh bien, merci Jason. J'ai vraiment l'impression que cela a été très utile. D'après les commentaires, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de consensus à ce sujet. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps, non seulement pour le travail que toi et le GIEC avez accompli à ce sujet, mais aussi pour ta volonté de continuer à être transparent et à communiquer. Ce processus de réflexion, répondre aux questions et tout cela. Donc merci beaucoup. Et donc j'aimerais bien si... Ah, attendez, je viens d'en recevoir une autre. La question est, quels documents des candidats les ACES vont-ils examiner? C'est une excellente question. Pour commencer, il y a un certain nombre de documents d'ordre général, comme le chevaux. Il y a aussi 33 questions précises auxquelles chacun d'entre eux a pris le temps de répondre. Elles incluent des questions théologiques, car ce sont des enseignants, des guides spirituels, ils défendent la foi et expliquent notre doctrine. C'est donc aussi un élément essentiel dans le processus d'examen. Dans ces 33 questions, il y a aussi une réflexion sur les opportunités et les défis qu'ils perçoivent pour l'avenir de notre mouvement. Je suis donc vraiment ravi que tous les membres des AS puissent lire ces documents. Je suis reconnaissant envers le GEC, en particulier l'un de nos membres, Tyson Hines, qui a fait un travail remarquable pour rassembler tout cela. De plus, les membres des ACES ont la possibilité de consulter des documents de référence, notamment ceux provenant de la personne qui supervise l'individu concerné. S'il s'agit d'un pasteur, ce serait son surintendant de conférence. S'il s'agit d'un évêque, ce serait le GEC. S'il s'agit d'un surintendant de conférence, ça serait leur comité de surintendance. Il existe donc aussi toute une variété de documents de référence disponibles. Et puis également, s'il y a... En plus des dossiers internes du personnel, ils auront aussi accès à l'intégralité de ces documents confidentiels et sensibles. Ainsi, rien ne serait inaccessible aux membres de l'ACE pendant leur processus de discernement. Eh bien, c'était super. Et merci encore, Jason. Et si cela ne te dérange pas, j'aimerais beaucoup que tu conclues cette matinée par une prière. Oh, ce sera avec plaisir. Ce serait vraiment avec plaisir. Inclinons-nous ensemble. Dieu saint, nous venons devant toi, reconnaissant pour la mission et le ministère que nous partageons ensemble en tant que communauté mondiale.
voyant ton esprit agir de manière si extraordinaire. Et Seigneur, nous prions pour ce processus, cette élection. Seigneur, nous savons que tu as choisi ces 24 femmes et ces 24 hommes pour un moment tel que celui-ci, afin que le corps tout entier puisse discerner qui est appelé à mener à bien et accomplir cette tâche sacrée. Seigneur, tu as si bien et si fidèlement préparé ces serviteurs et servantes. Et donc, Seigneur, nous te prions de bénir maintenant ces comités régionaux d'épiscopat qui entrent dans ce processus de discernement. Seigneur, je prie que tu accorde-leur humblement la sagesse nécessaire dans les interrogations profondes qu'ils poseront, et accorde-leur une véritable ardeur spirituelle. Que cela conduise à un processus d'élection qui saura équiper notre Église pour porter des fruits tout à fait extraordinaires pour le royaume. Seigneur, nous prions pour qu'une moisson abondante soit récoltée grâce à ce travail, que des disciples soient formés et que la sainteté scripturaire se répande à travers ces évêques et leurs ministères au cours des 6 prochaines années. Seigneur, sois glorifié dans ce processus. Seigneur, nous comprenons qu'il y a des aspects techniques et des détails à prendre en compte, mais Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de toutes choses. Et c'est pourquoi nous prions pour que ta volonté soit faite, Seigneur. Qu'elle soit faite en nous, qu'elle soit faite dans cette Église. Nous prions ainsi au nom puissant, précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors merci encore. Et merci à tous de vous être joints à nous. Comme nous l'avons mentionné au début, cet enregistrement sera disponible pour que vous puissiez le visionner ultérieurement et vous y référer en cas de question. Et comme toujours, merci de faire partie de l'Église méthodiste mondiale et on se revoit la prochaine fois.